Une autre tentative de démoralisation se trouve dans le fait que l'armée de la communauté nous a laissé en héritage de vieux stocks de matériel sans pièces de rechange et des munitions délivrées en vrac, souvent recouvertes de verre de gris. Sur le plan politique, des avions survolaient en rase-motte certains de nos villages frontaliers dans le but d'intimider les populations. Et vous comprendrez qu'avec cette situation, il n'était pas donc possible que nous puissions maintenir plus longtemps les bases françaises installées en République du Mali à la suite des accords franco-maliens, des accords signés avec la Fédération du Mali, que la France elle-même avait violés et que nous-mêmes, et dont nous avons pris acte de la violation. Donc, la France n'avait aucune base légale pour justifier la présence de ces bases chez nous, et vous verrez l'exploitation que nous en ferons pour obtenir leur déguerpissement. Donc, au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali et après la proclamation de la République, toutes les dispositions ont été prises pour que nous ayons une véritable armée nationale encadrée rien que par des officiers maliens. Sur le plan politique, le Congrès avait assigné à notre gouvernement la réalisation d'une indépendance totale de notre République par l'application stricte d'une politique de non-alignement sur la base des principes de solidarité africaine, de la lutte sans merci contre le colonialisme et ses forces, et toutes ses formes, dans la voie de la réalisation progressive d'une Afrique unie et libérée de toute domination étrangère. Le même Congrès avait opté pour une économie socialiste planifiée. Cette décision a été traduite dans les faits par le gouvernement qui a créé des sociétés d'État pour tous les secteurs jouant un rôle important dans la vie économique de la nation. Outre la SOMIEX, vous savez qu'il y a d'autres organismes d'État que nous avons créés et qui tendent à assurer la relève, donc l'élimination progressive et totale des organismes similaires mis en place par l'administration coloniale ou bien par le secteur privé français. Le système colonial nous avait dotés d'une économie de traite où le commerce extérieur est l'élément essentiel. Nous avions créé la SOMIEX qui, à l'exclusion de tout autre organisme, exerce le monopole des exportations et des importations des produits de première nécessité. Cet organisme se substituait donc uniquement aux grandes sociétés commerciales Biontesser, FAO, Niger français pour vendre à l'extérieur les produits maliens et importer les articles de grande consommation. De même, notre position centrale, loin de la mer, donne aux problèmes de transport une grande importance dans la vie nationale. Aussi, à tous les organismes exerçant jusque-là dans ce domaine, nous avons substitué des sociétés maliennes, Régie des transports maliens, Régie nationale des chemins de fer, Compagnie malienne de navigation, Compagnie de navigation aérienne, Énergie Mali, Société nationale des travaux publics, l'ANCOM, etc. Nous avons créé également la pharmacie populaire, la banque populaire, la librairie populaire. Le socialisme, parce que c'est une expression couramment employée actuellement, signifie pour nous organisation collective de la production et répartition équitable du revenu national entre les citoyens. Je vous ai indiqué au début de mon exposé que tous tant que nous sommes, vous dans l'armée ou dans la sécurité, nous dans l'administration, nous avons été des instruments de la domination coloniale. Nous avons tous, les uns et les autres, dans le secteur dans lequel nous avions à exercer, nous avons été des agents de cette administration. Et alors, nous avons donc acquis, pour servir d'instrument, pour que nous perdions de vue les aspects négatifs du rôle qu'on nous faisait jouer, on nous a accordé par rapport à nos autres frères qui n'ont pas été utilisés, une situation matérielle à laquelle nous nous sommes attachés
et nous n'avions d'autre objectif que l'amélioration de notre situation matérielle parce que la colonisation nous avait dépersonnalisés. Eh bien, est-ce qu'il est pensable qu'actuellement, qu'il y ait des Maliens qui constituent l'infime minorité et dont l'apport dans la construction nationale n'est pas supérieur à celle des autres couches sociales et en particulier des paysans? Est-ce que vous pensez qu'il est pensable dans un pays où plus de 90% de la population vit dans la campagne qu'il y ait une minorité qui ait les moyens de s'acheter voiture, qui ait les moyens de se construire des maisons en dur, qui ait les moyens de couvrir ses épouses de bijoux d'or, alors que vous avez une minorité qui n'arrive pas à s'habiller décemment, qui n'arrive pas à manger pendant toute l'année à sa faim et qui n'a pas encore un chez-soi, sauf ces huttes couvertes de paille et dans lesquelles, quand on entre, on retrouve difficilement une place où l'on peut retrouver difficilement à cause de l'obscurité l'occupant. Voilà les raisons pour lesquelles il faudrait que nous repensions tous nos problèmes. Et d'autre part, chez nous, on ne peut pas dire que quelqu'un meurt de faim alors que le voisin a à manger. Au Mali, ça n'existe pas. Si on a à manger, si le voisin meurt de faim, on préfère partager pour que le voisin ne meure pas de faim. Et puis, vous savez qu'autrefois, nous avions, et nous avons encore, heureusement, nos sociétés de culture qui travaillent collectivement, qui cultivent collectivement les champs et qui, à la fin des travaux de culture, dépensent en commun les fruits de leur travail. Et vous savez également qu'il y avait des champs collectifs qui servaient autrefois à couvrir les frais, les dépenses du village. Et même maintenant, quand on veut monter les toits en paille d'une case, ce n'est pas seulement la famille intéressée seule qui monte, tous les voisins viennent lui apporter leurs bras. Donc, depuis bien longtemps avant même l'arrivée des Français, chez nous, nous avions des habitudes de vie communautaires, nous avions des habitudes de vie collectives. Donc le socialisme chez nous n'est pas une importation. Le socialisme chez nous existait déjà, même s'il avait une forme quelque peu traditionnelle, quelque peu rudimentaire. C'est donc par fidélité à ce passé et en même temps pour répondre aux réalités du Mali que le parti a opté pour une économie socialiste. Quelles sont ces réalités? Vous savez bien que le fondement essentiel du socialisme, c'est l'existence d'un prolétariat face à un capitalisme qui exploite ce prolétariat. Où est le capital malien chez nous? Il n'existe pas. Où est le prolétariat? Dans les pays industrialisés, le prolétariat, ce sont les ouvriers face au capitalisme. Mais nous n'avons pas d'industrie. Certes, pendant la lutte coloniale, nous nous sommes affublés, fonctionnaires, travailleurs, du nom de prolétariat. Ça, c'était parce que nous nous placions dans le contexte d'un grand ensemble comprenant la France. Mais maintenant, dans le contexte malien, nous ne sommes plus des prolétaires. Au contraire, nous constituons la couche relativement aisée. Nous constituons la couche relativement favorisée si on la compare aux autres couches de la population, surtout à l'énorme masse de la campagne. De sorte que, si l'on prend donc le socialisme dans son sens absolu, ce socialisme ne peut pas s'appliquer ici puisque nous n'avons ni un capitalisme, ni un prolétariat. Il s'agit donc pour nous de donner un contenu moderne, d'organiser sur le plan de l'exploitation du travail en commun les habitudes qui déjà existaient chez nous avant la pénétration française. Voilà ce qu'il faut entendre par notre socialisme. Et je vous ai tout à l'heure indiqué un des aspects du socialisme, c'est-à-dire la liquidation des sociétés commerciales du régime colonial et leur remplacement par des organismes d'État, tant dans le domaine des échanges que dans le domaine de l'industrialisation. Un autre aspect aussi, c'est l'organisation coopérative au niveau de la production.
Au lieu que les paysans, chacun produise individuellement, on organise les paysans, on les groupe, on met à leur disposition les moyens de travail, ils récoltent en commun, ils emmagasinent dans des magasins appartenant à leur coopérative. Les mêmes magasins peuvent également abriter des marchandises de première nécessité et leurs récoltes sont vendues en commun et le prix est réparti au prorata de la récolte qui a été fournie par chacun. Ainsi, cela permet d'équiper les villages en écoles, en dispensaires, en centres culturels, en centres de réunion pour les jeunes, pour les vieux. Bref, il s'agit dans notre esprit de transformer radicalement la vie paysanne pour la placer dans le contexte qu'exige le XXe siècle dans lequel nous vivons. Voilà ce qu'il faut entendre par socialisme, voilà ce qu'il faut entendre par répartition équitable du revenu national. Cela veut dire également que nous qui avons été les privilégiés et qui le demeurions, il faudrait que nous soyons davantage sensibles à la situation misérable de nos frères de la campagne pour que nous acceptions les sacrifices nécessaires pour que eux aussi puissent se dire qu'ils sont des citoyens à part entière en République du Mali. Voilà pourquoi nous parlons de socialisme africain et nous sommes sûrs d'apporter nous aussi une nouvelle richesse empreinte de notre esprit africain, de notre esprit malien à la grande expérience socialiste du monde. Pour y parvenir, nous avons invité nos producteurs à se constituer en coopérative, les pêcheurs, les commerçants. Et cela permettra au gouvernement de leur apporter son appui. Et d'autre part, si vous vous rappelez, tout au moins ceux qui étaient ici à l'époque, vous savez que depuis 1958, nous avons mis l'accent sur l'organisation des paysans, nous avons mis l'accent sur le retour à la terre, et vous avez dû même apprendre que des dirigeants sont astreints à des stages agricoles de 15 ans dans des fermes où ils travaillent 15 jours, où ils travaillent exactement comme des paysans. Ceci pour montrer aux paysans que le travail de la terre n'est pas un travail dans lequel on se dégrade et qu'au contraire, c'est un travail que le gouvernement du Mali place dans son estime parmi les activités à soutenir. C'est que la bonne preuve, même ceux qui n'avaient pas cultivé un seul jour, eh bien, ont pris le daba. Et vous comprendrez. Vous comprendrez également les raisons pour lesquelles même les populations urbaines se sont orientées vers le travail de la terre, et il n'est pas rare les samedis et les dimanches de voir des travailleurs, des fonctionnaires, des cultivateurs installés à Bamako sortir en dehors de la ville pour aller dans leurs champs, pour aller dans leurs jardins, etc., etc. Et pourquoi avons-nous fait cela? Eh bien, c'est pour répondre justement aux engagements que nous avons été obligés de prendre avec des pays qui nous ont aidés et que nous devons rembourser en produits du pays. Une autre condition pour une économie socialiste, c'est que nous puissions nous-mêmes déterminer les investissements à opérer dans notre pays. Autrefois, vous savez que quand l'administration coloniale s'installe, elle choisit l'emplacement qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le pays. Quand elle s'installe, elle amène l'électricité, elle amène l'eau pour ses commodités, et évidemment, ses premiers collaborateurs en profitent, mais à l'origine, ce n'était pas fait pour eux. Si c'était fait pour eux, si c'était fait vraiment dans le but d'améliorer la vie de nos populations, et l'électrification, l'adduction d'eau, l'urbanisme ne se serait pas arrêté dans les grands centres où l'élément colonisateur s'est installé, il aurait été diffusé sur l'ensemble du pays. Et d'autre part, ce chemin de fer Dakar-Niger n'a pas été créé pour que les populations du Sénégal et les populations du Soudan puissent avoir une voie d'accès vers la mer. Vous savez que le chemin de fer a été utilisé
pour faciliter la pénétration française à l'intérieur de l'Afrique, pour également permettre l'exportation de nos produits et l'importation des marchandises de première nécessité. Même les routes, dites routes fédérales, sont des routes stratégiques, étant donné l'étendue de la République. Elle a orienté les grandes artères pour permettre très rapidement, en cas de nécessité d'intervention militaire, pouvoir transporter rapidement ses troupes dans les régions qui lui paraissent les plus suspectes. Mais l'orientation de ces artères n'a pas répondu à un besoin de développement des populations. Parce que même maintenant, en 1961, nous avons des régions grandes productrices de riz, grandes productrices de bétail, grandes productrices de lait, qui ne peuvent pas utiliser toute leur production et qui sont obligés de les garder dans des greniers pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que leur récolte puisse être mitée, ou alors ils sont obligés de les céder à vil prix à de petits traitants. Alors que pendant la même période, vous avez des régions qui manquent de mil, qui manquent de riz et qui les achètent à des prix inabordables. Eh bien, si vraiment le système colonial avait le souci de la défense des intérêts des populations, d'accord qu'elle fasse ses routes stratégiques pour maintenir son autorité, son influence, mais elle aurait dû créer un courant d'échange par des routes entre les régions grandes productrices et les régions déficitaires. D'autre part, si vous pensez que nous avons des régions de la République du Mali où on a du lait, on ne sait qu'en faire, on est obligé de le verser, alors qu'il y a dans d'autres régions où on a besoin de lait, on ne peut pas en trouver. Voilà encore des problèmes que le système colonial devait résoudre si, comme on avait voulu nous croire, si c'était par humanité et pour nous faire évoluer qu'on nous a occupés par les armes. Alors maintenant, avec notre choix, nous examinons, nous connaissons tous ces problèmes, toutes ces situations artificielles et nous investissons pour ouvrir de nouvelles routes ou entretenir de nouvelles routes qui permettraient l'évacuation des produits des régions productrices vers les régions déficitaires, qui permettraient également aux grands éleveurs, ceux qui produisent du lait, de pouvoir exploiter rationnellement leur bétail, leur lait. C'est pourquoi, dans une économie socialiste, il est essentiel que l'on soit maître d'investir là où l'on veut, parce que cela correspond aux intérêts réels du pays. Une autre condition, et qui est également importante, c'est d'être maître de l'argent, c'est-à-dire des crédits d'investissement qu'on doit utiliser dans les travaux que l'on veut entreprendre, dans les investissements qu'on a déterminés. Nous avons par exemple décidé de bitumer la route Bruni, frontière Côte d'Ivoire, pour que nos véhicules qui sont utilisés dans la régie des transports puissent subir moins de dégâts. Nous avons décidé d'étudier le cours du Niger pour qu'il puisse être navigable en toute saison, parce que nous savons que le transport fluvial coûte moins cher que le transport routier. Nous avons également décidé, pour soustraire notre pays à l'emprise des pays producteurs industriels, de transformer sur place notre coton en tissu et en fil, de transformer nos peaux en chaussures, de produire nous-mêmes notre ciment, notre huile, notre arachide, de produire nous-mêmes certaines machines, d'étudier le cours du Sénégal pour que Caille soit notre port fluvial, ce qui nous mettrait à l'abri de la suggestion vis-à-vis du Sénégal, de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Eh bien, ce sont de beaux projets, mais pour leur réalisation, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle les crédits d'investissement. Or, à l'heure actuelle, sur le plan des investissements, nous sommes dépendants de qui? De la France. Parce que nous utilisons le franc CFA qui est garanti par la monnaie française. De sorte que du jour au lendemain, si nous avons besoin de crédit, la BCEAO qui est ici peut demander des ordres à Paris et Paris peut dire non. À ce moment, nous nous trouverons, excusez-moi le terme, verts. Et nous avons vu ce danger et pour nous y soustraire, nous avons envoyé un peu partout des missions et nous en avons reçu. Ces missions ont été envoyées dans des pays de l'Est comme dans des pays de l'Ouest. Nos problèmes ont été exposés et les pays qui ont estimé devoir apporter
leur contribution à la construction de notre pays, nous ont aidés et ont signé avec nous des accords de coopération et des accords commerciaux. Dans le cadre de ces accords, certains pays nous donnent de l'équipement, des fournitures, ou bien ils nous prêtent des sommes pour acheter de l'équipement, pour acheter du matériel produit chez eux. Et quand vous apprenez que, par exemple, l'Union soviétique a mis à notre disposition 40 000 roubles, cela ne veut pas dire que l'Union soviétique compte 40 000 roubles et nous les donne. Elle nous ouvre un crédit de 40 millions de roubles avec lesquels nous achetons de l'équipement et du matériel pour notre plan. Quand vous apprendrez, par exemple, que la Tchécoslovaquie a mis à notre disposition tant de millions de dollars, cela ne veut pas dire qu'elle nous donne les dollars. Elle ouvre des comptes chez elle dans la limite desquels nous achetons du matériel et de l'équipement pour installer nos industries, pour équiper notre pays. Et la plupart de ces accords sont donc conclus selon la formule du clearing, qui peut se traduire par une expression beaucoup plus simple: les échanges compensés. Et d'autre part, pour les échanges compensés, nous en avons par exemple avec la République arabe unie, et cela toujours dans le cadre des accords. La République arabe unie nous ouvre un compte de 250 millions de livres. Nous lui ouvrons ici la contrepartie. Nous prenons chez la République arabe unie des produits, des marchandises jusqu'à concurrence de la somme, et la République arabe unie prend chez nous des produits, des marchandises jusqu'à concurrence de ce que nous lui avons ouvert. C'est ce qu'on appelle les échanges compensés. Et les accords de clearing mettent à notre disposition donc du matériel et de l'équipement, et nous devons rembourser ces prêts, non pas en monnaie, mais en produits du Mali. Par exemple, nous remboursons en arachide, nous remboursons en huile, nous remboursons en peau, nous remboursons en coton, nous remboursons en cire, etc., etc. Et vous comprendrez les raisons pour lesquelles, depuis 3 ans, nous avons mis l'accent sur le retour à la terre pour qu'il y ait beaucoup plus de cultivateurs, pour que les cultivateurs groupés puissent être aidés, pour que des moyens modernes puissent être mis à leur disposition afin que leur rendement puisse être accru, afin que nous ayons suffisamment de produits pour pouvoir rembourser aux pays qui nous ont prêté les sommes qu'ils ont mises à notre disposition pour acquérir du matériel et de l'équipement pour notre plan. Voilà pourquoi vous avez constaté que le 1er septembre, dans mon discours ouvrant la campagne pour le plan électoral, l'on peut dire que les 4/5 du discours sont orientés vers l'organisation du paysanat, vers l'organisation de l'élevage et vers les conditions à remplir pour l'accroissement de la production. D'aucuns peuvent dire, mais alors, même si ces pays nous donnent des machines, de l'équipement, du matériel, mais puisque nous avons le franc CFA, la France, il y a quand même les échanges intérieurs à l'intérieur du Mali. Et puis il faudra continuer à payer les gens après avec le franc CFA. Et puis il faudra acheter aux d'autres pays où le franc CFA est en usage. Alors la France peut donc continuer à faire pression sur nous. Nous nous sommes également garés contre cette éventualité dans les produits que nous cédons. Par exemple, cette année, nous avons cédé des arachides à la Russie, à la Tchécoslovaquie, à la France. Eh bien, ces pays, la France par exemple, nous a payé en francs français. La Tchécoslovaquie et la Russie doivent nous payer une partie de nos arachides en devises. Par devise, il faut entendre les monnaies étrangères. Nous qui utilisons le franc CFA, toutes les autres monnaies sont des devises. La France qui utilise le franc français, toutes les autres monnaies sont des devises. Les États-Unis utilisent le dollar, toutes les autres monnaies étrangères sont des devises. Alors, de sorte que nous leur demandons de nous céder une partie en matériel d'équipement et une partie
en devises, ce qui nous permet d'acheter dans des pays des marchandises de meilleure qualité à meilleur prix, dans des pays avec lesquels nous n'avons pas signé d'accords de coopération économique ou des accords commerciaux. Et évidemment, cela ne résout pas le problème de la monnaie locale du franc CFA. Et à ce moment, je demande aux camarades de se pencher sur l'économie de la République du Mali. C'est que nous avons cet avantage rare en Afrique. On peut étudier l'économie de tous les autres pays africains, on ne trouvera pas d'exemple, on ne pourra pas trouver une rééditation de la situation du Mali. C'est qu'en effet, dans nos échanges extérieurs avec les pays africains, nous nous vendons plus à ces pays africains que eux, ils nous vendent. De sorte que sur le plan africain, notre balance commerciale est excédentaire, tandis que pour les autres pays africains, elle est déficitaire. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, la Guinée, le Niger, le Dahomey, tous ces pays, dans leurs échanges avec les pays africains, achètent à ces pays africains plus qu'ils ne leur vendent. Tandis que nous vendons plus que nous n'achetons. Le riz, le poisson sec, le poisson fumé, le bétail, la viande, le haricot, etc. Voilà autant de produits que nous vendons en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Haute-Volta, au Niger, au Ghana, et qui nous permettent de nous approvisionner en francs CFA. De sorte que même si aujourd'hui la France, devant les pressions des sociétés commerciales installées ici et que nous sommes en train de liquider, essaierait de faire pression sur nous, eh bien, peut-être nous pourrons en souffrir 1 mois ou 2 mois, mais avec nos activités commerciales, nous arriverons à nous en tirer. De sorte que, quoi qu'il advienne, en raison même de notre économie riche en produits agricoles et en produits laitiers et en bestiaux, nous avons la possibilité d'avoir des devises parce que les autres pays africains ont plus besoin de nous pour leur subsistance que nous n'avons besoin d'eux pour la nôtre. Certes, nous achetons des oranges et des bananes de la Guinée, mais vous savez bien que lorsque nous aurons mis en place, lorsque notre plan aura été achevé, nous n'aurons pas besoin d'importer de bananes. Vous avez Sikasso qui produit beaucoup de bananes et ne sait qu'en faire. Et les bananes ici, à cause du transport, se trouvent dépréciées par rapport aux bananes guinéennes. Mais si cela est organisé, Kangaba produit des bananes, Bougouni en produit, Kati en produit. Presque on peut dire que toutes les régions du Mali où il y a de l'eau, toutes ces régions produisent des bananes. Mais pourquoi se fait-il que nous en importons? Parce que la commercialisation n'a pas encore été suffisamment organisée et cela nous ramène encore à cette situation que j'avais dénoncée, que nous avons des régions productrices de mil et de riz qui ne savent qu'en faire alors que d'autres régions sont déficitaires. Nous avons des régions productrices de bananes qui ne savent qu'en faire alors que nous avons d'autres régions qui en manquent au point qu'elles sont obligées d'en acheter à l'extérieur. Vous avez les oranges, mais les oranges réussissent parfaitement chez nous. Et les oranges de Guinée, de la région du cercle de Bougouni, sans être greffées, sont les oranges les plus douces. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai mangé des oranges de Guinée, celles qu'on dit les plus douces, en les coupant à l'arbre, des oranges greffées de Ségou et d'ailleurs. Eh bien, les oranges qu'on produit dans le cercle de Yanfolila sont les oranges les plus douces. Eh bien, or, ces oranges peuvent réussir un peu partout. Il s'agit simplement de les planter. De sorte que nous pourrons donc là aussi nous priver des oranges de Guinée. Ce que nous achetions beaucoup à la Côte d'Ivoire, c'était la cola parce que nous l'exportions sur le Sénégal. Maintenant, nous ne l'exportons plus. Et vous avez constaté que la plupart des commerçants qui faisaient de la cola ont préféré acheter des véhicules pour faire du transport. Alors, qu'est-ce que nous achetons comme produits africains aux autres pays africains? C'est fini. Tandis que les autres pays africains ne peuvent pas se priver de notre riz, ne peuvent pas se priver de notre bétail et de notre poisson. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne, quelles que soient les décisions que nous serons appelés à prendre,
eh bien, on ne pourra pas nous imposer une politique à laquelle nous n'aurons pas donné notre adhésion, même si on veut faire usage de la pression sur le plan monétaire. La Guinée nous a devancés dans l'indépendance et je sais qu'il y a des camarades qui quelquefois font référence à la situation de la Guinée. Les situations ne sont pas les mêmes. La Guinée comprend la forêt où il n'y a que les produits forestiers et très peu de culture. Vous avez le Fula, le pays Fula qui fait de l'élevage, un peu de fonio. Vous avez la Haute-Guinée, certes il y a des plaines, il y a eu même des aménagements très importants, mais qui ne sont pas cultivés. Les populations de Haute-Guinée préfèrent plutôt faire du commerce. De sorte que le travail de la terre n'y est pas en honneur et le pays manque de produits agricoles. C'est ce qui fait que la Guinée a davantage besoin des pays qui produisent des produits agricoles que ces pays n'ont besoin d'elle, puisqu'on ne peut y trouver que des fruits que l'on peut, avec un peu de bonne volonté, produire soi-même. La Côte d'Ivoire, certes la haute Côte d'Ivoire cultive du riz, mais les populations n'achètent pas ce riz qui est de mauvaise qualité. Ce n'est pas à cause de son conditionnement, mais à cause de sa variété, et préfèrent notre riz. Cette année, la Côte d'Ivoire a acheté près de 10 000 tonnes de notre riz. Et l'an prochain, elle doit en acheter davantage. Le poisson sec, la Côte d'Ivoire a créé des compagnies de pêche pour habituer les populations ivoiriennes aux poissons de mer. Mais les populations abandonnent ce poisson pêché pour acheter notre poisson. Alors, de sorte que vous constaterez que sur le plan de la subsistance, et d'ailleurs Malheureux l'a dit lors de son dernier